Le jardin s'appelle Entre le ciel et la terre. Et c'est un lien entre le travail dans le sol et entre le travail dans le ciel, les papillons, les oiseaux. C'est un jardin naturel pour les oiseaux, pour les papillons et aussi pour nous, les humains, qui veulent prendre le temps dans la création, dans la nature. So welcome to the Torad. So Arosha is a Christian nature organization, conservation organization, founded in 1983 in Portugal, and Arosha is now present in 18 countries all over the world. Our main goals are scientific research, conservation management, and raising environmental awareness. Appauvrissement de la biodiversité, surexploitation des ressources naturelles, réchauffement climatique, les alarmes écologiques sont de plus en plus préoccupantes. Mais on entend peu la voix des chrétiens dans les débats publics qu'elles suscitent. Pourtant, l'écologie chrétienne a ses leaders et son identité propre. So, 15 years ago, this bird was quite common here. You could find them hopping around the offices and everything. But these... Parmi les initiatives des 25 dernières années, celle de l'organisation Arosha, le rocher en portugais, est sans doute l'une des plus marquantes. What is your role in the game? Fondée par un pasteur anglican, implantée sur les 5 continents, elle défend une écologie globale, avec une approche environnementale, économique et sociale qui s'appuie sur les communautés locales. When we have fewer trappers and poachers and people who are cutting trees, when we have very few of them, then the animals can easily reach their food. Présente en France, dans l'arrière-pays niçois et près d'Arles, Arosha développe 3 types d'actions. Des études scientifiques sur les écosystèmes, la gestion de sites sensibles, l'accueil et la sensibilisation du public aux questions de l'environnement. Je pense qu'ils veulent comprendre comment est-ce qu'on met en place une gestion écologique pour la sauvegarde d'une espèce. Ils viennent aussi, sans doute parce que c'est la Provence et que c'est quand même relativement attractif. Ils viennent aussi découvrir la vie en communauté. Ça, c'est quelque chose qui les intéresse aussi, qui les interpelle. Vous parlez très peu de la dimension chrétienne d'Arosha. Disons qu'ils savent que c'est une organisation chrétienne, et c'est vrai que c'est son identité à Arosha d'être chrétienne. Mais pour tout ce qui est projet scientifique, ça ne transparaît pas dans les études scientifiques que l'on mène. Ceci dit, on continue notre vie chrétienne avec les prières avant le repas comme avant. Et ils sont les bienvenus pour participer, mais voilà, il n'y a aucune obligation. So we can start the visit this way? Est-ce qu'on peut parler d'écologie chrétienne ? Bon, d'abord, il faut dire que quand nous parlons d'écologie, nous utilisons un terme relativement récent et qui, pendant un siècle, on peut dire, est resté confiné dans la science des spécialistes. Alors, quand on prend des termes comme la terre, le terroir, la nature, alors là, on se rend quand même compte que ce sont des dimensions de la foi chrétienne qui ont toujours été assumées d'une manière ou d'une autre. Il y a toute une tradition de naturalistes croyants
au XVIe siècle, au XVIIe siècle, des gens qui voyaient dans la découverte de la nature une forme d'adoration du Créateur, découvrir les merveilles de Dieu dans la nature. Et donc il y a une pensée pré-écologique, et il faut parler de Calvin qui a parlé de la nature comme d'un théâtre de la gloire de Dieu. C'est Dieu qui se montre dans toutes ses œuvres. Il faut y être attentif. Et il a parlé aussi du droit usage des biens terrestres, donc l'idée que nous pouvons consommer ce que Dieu nous donne, le mettre en valeur, mais il faut aussi de la modération, il faut la juste mesure en tout. Ce sont des traditions qui existent et qui ont une grande pertinence aujourd'hui. À Rocha, d'une façon, c'est une démonstration très pratique du fait que le souci pour la création est au cœur de la foi chrétienne. Et c'est une tentative de la montrer dans la pratique et pas simplement les paroles, les messages, de le vivre, si vous voulez. Alors dans la pratique, justement, quelles sont les principales actions menées par Arocha? Dans le monde, ça dépend souvent sur les priorités des équipes nationaux. Si on se trouve, comme en Angleterre, dans une situation, dans une ville, dans une grande cité, là, la priorité, c'était de faciliter la création des espaces verts et l'accès à la nature à une population qui était démunie de ces possibilités. Au Kenya, c'était différent, c'était résoudre le conflit entre la faim et la survie de plusieurs espèces très très rares et plusieurs habitats très menacés. Mais je pense encore une fois, c'est trouver un chemin où les communautés peuvent vivre dans une façon raisonnable et correcte et que l'environnement autour peut continuer dans un état raisonnable. Voilà, dans cette partie du jardin qu'on appelle un peu utilitaire, on teste là la culture sur butte. On a creusé, puis on a mis une sorte de millefeuille avec différents branchages, des feuilles, un petit peu de compost. Et on veut tester pour voir comment ça réagit à la sécheresse, si on peut cultiver des légumes. On en a plusieurs tests comme cela. Il y a eu au XIXe siècle un pasteur neuchâtelois, Frédéric de Rougemont, qui a transformé le jardin de la cure en jardin pour insectes. Il était un grand connaisseur de papillons et d'autres insectes. Et il a fait pousser les plantes dont les chenilles avaient besoin pour se développer. On a l'impression que les chrétiens ont du mal à s'affirmer comme écologistes. Oui, je crois qu'il y a une certaine méfiance, parce que la nature est ambivalente. La nature comme telle n'est pas une référence bonne, parfaite. Et là, il y a aussi une sagesse biblique qui nous le dit. La nature, la création est en même temps l'œuvre bonne de Dieu et une créature traversée par des failles, par la brisure de ce rapport à Dieu. Donc cette ambivalence, elle est très fortement ressentie et exprimée dans la Bible. Et je crois qu'il faut le dire. Il ne faut pas idéaliser non plus la nature. En France, Arocha est à l'initiative d'un programme de restauration des marais des Baux-de-Provence, poldérisé à des fins agricoles dans les années 1960. Un programme qui s'appuie sur un premier travail de sensibilisation et de concertation auprès de tous les acteurs concernés. Il existe beaucoup de pompes comme celle-ci, comme celle qui est derrière vous sur les marais des Baux. Oh, il y en a une à peu près tous les 500 ou 800 mètres là. Et ce sont des pompes qui ont été installées dans les années 60 avec pour objectif d'assécher complètement ces marais. Une aberration pour vous?
Ça semble assez curieux quand on est en climat méditerranéen où l'eau a plutôt tendance à manquer, de la pomper, la rejeter dans le Rhône et de la rejeter à la mer, oui, effectivement. Et pour les agriculteurs, c'est la charge financière principale, le coût de l'électricité de ce pompage. Une aberration écologique et économique alors. C'est bien pour ça qu'une réflexion a été entamée il y a 2-3 ans. Et Arocha justement est là aussi pour les accompagner. Soit de réduire le pompage et laisser certaines parties revenir un peu en eau et plutôt que d'avoir des céréales, avoir du roseau. Et le roseau, contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est quelque chose qui se vend très bien. Il y a une possibilité de passer des céréales au pâturage et d'avoir un peu d'autres activités. C'est à l'étude. Alors Arocha a décidé de les accompagner, c'est-à-dire que vous utilisez la manière douce en quelque sorte. La manière la plus douce et la plus logique possible dans le respect de l'environnement, mais aussi dans le respect de l'agriculture et de l'agriculteur, parce qu'il faut bien aussi qu'ils vivent. La méthode Arocha ? D'abord, informer et convaincre que la protection des écosystèmes bénéficie non seulement à la faune et à la flore, mais aussi à l'homme. Ensuite, mettre en place des plans de gestion de patrimoine naturel avec des propriétaires, des exploitants volontaires. Sur ces terres, vous faites pousser de la céréale, c'est ça? Oui, tout à fait. Des céréales qui sont composées en 3 espèces, donc qui sont les blés durs, puisque la tradition de la production de pâtes alimentaires en Provence. Ensuite, on fait du maïs, parce que c'est une zone humide donc, de marais, et on pompe pour assainir. Donc en ne pas pompant, ça permet de faire remonter l'eau et d'alimenter le maïs pendant l'été. Et on fait en complément, puisqu'il faut 3 cultures dans le principe, si vous voulez, du tournesol. Des tournesols oléiques pour les productions d'huile alimentaire. Sur ce territoire-là de Vallée des Baux, on exploite 170 hectares à 3 exploitants. Alors comment avez-vous perçu le projet d'Arocha? On l'a perçu, si vous voulez, je crois qu'en tant qu'agriculteur aujourd'hui, tous ensemble, on est sur une démarche ouverte, on va dire, on peut l'appeler comme ça, l'agriculture durable. Et vis-à-vis de ça, donc la démarche d'Arocha, compte tenu de ses objectifs, est relativement proche. Et donc on est attentif à la réflexion et on peut être aussi constructeur d'un projet. Qu'est-ce qui pourrait vous décider à retourner à la zone humide? Qu'est-ce qui pourrait nous décider? Si vous voulez, la réponse n'est pas simple, puisqu'on est des agriculteurs qui exploitent avec des matériels, je dirais, qui sont en cours d'amortissement. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, si on va vers une zone humide, ces matériaux-là, il faut les utiliser ailleurs. Il vous faudrait être accompagné, c'est ça? C'est-à-dire qu'à des moments, on passe d'une phase, on va observer une phase transitoire, où on passe d'un état qui est défini, qui est celui qui est aujourd'hui, vers quelque chose qui va être différent. Ce passage-là, ce n'est pas à nous à le financer. Les anciens marais des Baux-de-Provence s'étendent sur près de 2000 hectares et appartiennent à des propriétaires privés. Céréaliers ou éleveurs pour la plupart, ils sont encore peu nombreux à accepter une remise en eau partielle de leurs terres. Mais ceux qui l'ont décidé sont particulièrement déterminés. Alors je crois qu'ici, vous passez pour avoir du tempérament. Vous êtes battu dernièrement pour fermer une décharge. Quel sera votre prochain combat ? Donc mon prochain combat, c'est je crois les Marais des Baux et depuis longtemps, parce qu'en fait, passionné d'agriculture, mais passionné par l'environnement, tout en ayant un objectif économique, on ne peut plus oublier aujourd'hui le changement climatique et je pense que d'avoir une zone humide au pied des Alpilles ne peut être que bénéfique pour nos générations futures. Donc mon prochain combat, c'est essayer de retrouver des Marais des Baux, non pas tout en eau, mais du moins avec une eau de qualité, une agriculture et un élevage paisible. Alors vous avez Toré, vous êtes une femme de combat. Ce combat-là